Tu me dis quand tu lances l'enregistrement. Tu peux appuyer sur le play, s'il te plaît. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à vous. Merci d'être là pour notre 5e AJD Soprasteria. Merci d'être encore là sur l'avant-dernière session. Aujourd'hui, je vais vous parler de réinventer le leadership par le feedback à l'ère du numérique. Je vais commencer par me présenter, parce que vous ne connaissez pas tous, vous ne connaissez peut-être pas. Donc, je m'appelle Mathieu Larive, je travaille au centre d'expertise digitale de Soprasteria Next. Comme son nom l'indique, c'est l'endroit où on trouve les experts digitaux. Je suis également leader de la guilde agile Soprasteria. D'un point de vue global, on ne va pas dire monde, on va se limiter à l'Europe, ça devrait suffire. En fait, on a un cercle actif de 3000-4000 personnes et en plus, on touche dans nos communications quasiment tout le monde parce que maintenant, on travaille tous en agilité d'une façon ou d'une autre. Dans ce cadre-là, dans le cadre de la guilde agile, on va toucher des sujets comme l'organisation déjà de la guilde entre tous les BU verticaux, les sujets des formations. Je suis MOA auprès de l'académie qui était là aujourd'hui sur les sujets agile et safe. Les sujets RH justement, c'est quoi un Scrum Master pour Soprasteria, c'est quoi un coach agile et comment est-ce qu'il évolue. Je pense que ça doit vous parler dans vos organisations. Et des sujets comme les conférences, donc Soprasteria est participant, partenaire ou organisateur de quasiment toutes les conférences agiles en France. Alors, pas tous, hein, parce que des fois on n'est que participants, mais on est présent à pas mal d'endroits. Et juste par rapport à Safe, parce que je vais faire quelques références à Safe, et de toute façon on dit il a commencé ce matin, montrez-moi du doigt. Je suis membre de l'équipe de traduction du framework Safe. Donc je travaille avec eux depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, justement parce que j'ai passé beaucoup de temps dans le secteur public et je trouvais important que les gens comprennent de quoi on parle. Je suis un petit peu intéressé par les formations et les certifications. Il n'y a pas tout. Je les ai mis assez petites pour que vous ne puissiez pas toutes les voir. En gros, l'idée c'est juste que je considère, enfin ça fait 14 ans que je fais de l'agilité. Et je considère que moi j'ai besoin en fait d'ancrer mes acquis. J'expérimente et ensuite je fais une formation théorique pour vérifier que j'ai bien compris et avoir des échanges. Donc là actuellement je suis en train de suivre une formation sur le coaching systémique par exemple. Parce que je considère que je dois continuer à apprendre pour que les personnes que j'accompagne continuent à apprendre aussi. Si je ne montre pas l'exemple, on en reparlera. Je vais revenir aujourd'hui en fait sur, on va rentrer en résonance avec vous sur les leaderships que vous avez pu voir, les leaderships constatés ou exercer en fait. Donc j'ai fait une petite liste à la Prévert. Ça commence 1986, on va être gentil, c'est mon collège. Ouais, je suis vieux. Et en fait, pourquoi le collège? Parce qu'en France, le collège, en fait, vous avez un groupe, un collectif classe qui change heure par heure avec un différent professeur. Et je pense que vous avez des expériences où le même collectif, les mêmes personnes, va être extrêmement dissipé ou être extrêmement pas un bruit dans la classe. En fait. Les mêmes personnes à une porte de différence. Et moi, en l'occurrence, au collège, je suis fils de prof. Donc les profs qui avaient cette position de leader et qui faisaient ça, je les voyais à l'extérieur. Je les voyais en short avec une bière à la main le week-end en fait. Et c'était intéressant de voir cette dualité de personnes, cette dualité de représentation. Je continue sur des sujets plus sportifs. J'ai fait pas mal de sport. Et en fait, assez rapidement en sport, j'ai commencé par le tennis par exemple, sport individuel, et quand on monte, on fait du sport en équipe. C'est quoi les dynamiques d'une équipe? Qu'est-ce qui fait qu'on va gagner ou qu'on va perdre? J'ai continué, c'est un autre sport, je vais parler plutôt du volley, donc sport à 6, où sans être capitaine, j'ai commencé à exercer des activités de leader. En fait, j'étais passeur, et il y a des interactions, il y a des choix, qu'est-ce qui fait qu'on gagne ou qu'on perd, quel que soit le niveau intrinsèque des personnes. Et c'est des sujets qui me passionnent, donc on en parle aujourd'hui. Passer là-dessus, et revenir juste sur cette partie-là. Donc depuis 2013, je suis chez Soprasteria, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup d'exercices de leadership différents. Juste revenir sur un en particulier parce que j'étais sur un ministère sur lequel l'agilité avait été mis en place sur toute une partie, un bâtiment de 200-300 personnes. Excellent résultat, excellente ambiance. Et il y a eu une vacance de leadership en fait. Dans les ministères en France, on a ce qu'on appelle les secrétaires généraux et il n'y a pas eu de secrétaire général pendant 18 mois. Et ce qui s'est passé, en fait, ce que j'ai constaté moi, c'est que à l'époque, j'étais à ma transition entre, je commençais à être coach agile en fait. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que en 2 ou 3 mois, le responsable local, le leader local, en l'absence de secrétaire général qui avait donné l'impulsion de l'agilité, lui, il n'était pas d'accord. Il a détruit l'agilité. Or, c'est mon retour de. Il a tout fait tomber en fait. Tous les projets sont revenus, sont sortis de l'agilité, ça ne marchait plus. Et en fait, c'est juste l'action d'une personne à un endroit. Et ma constatation,
Alors, au sein des équipes, on a réussi à faire fonctionner des choses, mais il n'y avait plus de dynamique d'ensemble. Mon constat, de mon expérience, dans mes 14 ans, 15 ans d'agilité, c'est que il y a un moment, votre transformation agile, les transformations agiles que j'accompagnais, elles vont se heurter à un plafond de verre. Et le plafond de verre de la transformation, de mon point de vue, c'est le comportement et le mindset des managers et des leaders en charge. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate? Et je vais essayer de vous donner des points d'action pour justement avoir un impact dessus. Parce que c'est très sympa de parler de servant leadership, c'est très sympa de parler d'amélioration continue, mais il y a un moment, il faut avoir des points d'action et des façons de faire. Donc je vais commencer par vous parler d'un livre. Je suis très lecteur, donc là pour le coup c'est un livre de Stanley McChrystal. C'est le général américain qui a repris le commandement unifié au moment de la guerre contre Al-Qaïda en Irak. Et en fait dans son livre, Stanley McChrystal décrit 3 différentes façons d'organiser en fait, une organisation à l'échelle. Donc on va avoir, vous avez déjà vu pas mal de fois ce mot-là aujourd'hui normalement, on va avoir le néo-taylorisme, commandement, donc structure purement hiérarchique, obéir aux ordres venant des supérieurs. C'est extrêmement efficace, mais peu adaptable. En quoi est-ce que c'est efficace? C'est que le ratio énergie-rentrée-production, il est excellent. Le sujet, c'est que ça ne répond pas au problème. En fait. Et c'est vraiment le premier mode qui fait que vos équipes fonctionnent très vite, mais vous n'arrivez pas à avoir des résultats. Et c'est vraiment ce qu'ils ont vécu. Enfin, je vous reconseille la lecture de ce bouquin, sur les références à la fin. Ça ne marche pas, point barre. Ils ont une autre version en fait. Ils ont une version qu'on a au niveau du commandement d'équipe. Donc cette fois-ci, vous avez toujours une structure hiérarchique forte, mais au sein des équipes, on retrouve un fonctionnement d'équipe agile. Tant mieux, on est agile D, on parle d'IT. Donc quand on est là, on a de la confiance au sein de l'équipe, on a un objectif, des solutions claires, les solutions sont choisies par le terrain, super. Alors que dans le taylorisme, c'est les experts qui vont planifier, qui vont donner les réponses. Par contre, il n'y a pas de modification au niveau stratégique. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu comme nom d'équipe. Et en fait, on arrive maintenant à l'équipe d'équipe. Donc l'équipe d'équipe, cette fois-ci, c'est une organisation dans laquelle les relations entre les équipes sont en fait un copier-coller de ce qu'on espère trouver dans les relations au sein d'une équipe. Donc on va avoir des différents silos, on interagit naturellement dans un but, un objectif commun. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, parmi vous, qui a déjà fait ou connaît un peu SAFe? Dans un environnement safe. Donc j'ai une question pour vous. Alors, il n'y a que moi qu'on filme. On ne verra pas votre réponse. Votre safe, ils sont à quel niveau? Deuxième. Par définition, le bouquin de Stanley McChrystal, c'est une des références de safe. En fait. Par définition, quand vous suivez une formation safe, à un moment on vous dit un train agile, c'est une équipe d'équipe agile. Donc la cible, elle est là. Et quasiment... C'est actif. Et quasiment toutes les organisations safe que j'ai vues, celles que je commence à accompagner, en fait, sont au mieux ici. Ça pose un vrai sujet, en fait. Parce qu'au final, vous avez amélioré la vie des équipes, tant mieux. Par contre, la vue globale, l'intérêt global, on n'y est pas. Merci pour votre retour. La première fois, je pose la question en live, donc ça m'aviez tous répondu en bas, j'étais pas super bien. Ça ne marchait pas. Ouais, c'était. Voilà, ça marche mieux comme ça. Donc, deuxième livre, je vais vous parler d'un autre bouquin. Alors, vous devez connaître Jen Kim, parce que vous connaissez Safe. On sait pas du DevOps, hein, grosso modo. Puis ce qui m'arrange pas mal, c'est que Odile ce matin a parlé du livre et Eric du ministère de l'Intérieur en a parlé aussi ce matin. Donc, c'est le nouveau livre de Jen Kim, Wiring the Winning Organization. Alors, je me suis permis de me lancer dans les traductions. J'ai un petit côté légitimité, vu que c'est ce que je fais pour Safe. Des fois, je ne me suis pas forcément bien réussi, mais bon. Toutes les organisations sont des systèmes socio-techniques, des personnes travaillant avec d'autres personnes, utilisant une technologie parfois complexe pour accomplir ce sur quoi elles collaborent. Donc en fait, le nouveau livre de Jen Kim, c'est une théorie du management de la performance, qui va fusionner, agréger tout ce que vous connaissez, l'agile, DevOps, le modèle de Westrum, je vous le montrerai après. Et notamment, il décrit 3 niveaux. Le niveau 1 contient les objets techniques, ce que vous êtes en train de créer. Donc, si on fait un parallèle avec Safe, je vais rester dessus, dites-moi si je fais trop de Safe. En fait, on va voir les équipiers en train de construire. Au-dessus, on va voir les outils et instruments qui permettent de construire. Donc là, on commence à toucher une couche DevOps, si on est IT. Et quand vous regardez l'exemple, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de construire un médicament. Et en fait, on retrouve les mêmes niveaux de fonctionnement que vous soyez dans l'IT ou pas. Quand vous construisez un bâtiment, quand vous construisez un avion, on va retrouver les mêmes niveaux. Donc premier niveau, les objets, deuxième niveau, les instruments.
Et troisième niveau, on a le social circuitry. Alors j'ai tenté la circuiterie sociale ou le circuit social, je ne suis pas encore fan. Mais en gros, c'est tout ce qui est processus, procédure, normes, routines pour favoriser le flux d'idées et d'informations dans votre ensemble. Aujourd'hui, la formation, non, c'est une conférence, Mathieu. La conférence, elle parle de management et de leadership. En fait, on est là. Parce que vos collaborateurs, ils savent bosser. Le DevOps, si on est dans l'IT et les structures, on arrive à le faire. Et si vous vous rappelez du plafond de verre dont je parlais tout à l'heure, je vais plutôt me concentrer sur celui-là. Je vais parler encore un petit peu de... Il y a trois dans leur livre, un peu comme Audible, j'adore, ça tombe bien. Il y a trois modèles principaux qui permettent de passer d'un moment où on est un danger à un moment où on va être plutôt dans une structure de succès. Je vous les présente maintenant, après je vous donnerai des exemples avec un diagramme de Venn pour voir, parce qu'en fait vous connaissez déjà des méthodes qui se rapprochent à ces trois mécanismes. On a le ralentissement, on rencontre un problème, et pour résoudre le problème, on va devoir ralentir, premièrement. La simplification, pour favoriser la résolution des problèmes. Quand vous découpez, que vous faites des tests un à un, ben vous savez que vous simplifiez, vous n'essayez pas de tester tout dans son ensemble, par exemple, ou vous construisez sur des choses qui fonctionnent par itération. Et l'amplification, pour qu'il soit, il faut déjà faire ça, pour qu'il soit évident qu'il y a des problèmes qui demandent de l'attention et qui doivent être revus. Je vous fais un lien avec ce diagramme de Venn, en fait. Je vous laisse un peu. Je pense qu'il y a plein de termes que vous devez connaître, hein, s'il y en a que vous n'avez pas. Le Westrum Cultural Typology, si vous vous rappelez, c'est les cultures génératives, toxiques et procédurales. Ça vous parle? C'est mort. Au formateur leading, c'est il faut que je leur parle. Non, en gros, c'est comment est-ce que vous allez, le modèle de Westrum, c'est comment est-ce que vous traitez quelqu'un qui a une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous le punissez? Ou est-ce que vous l'entraînez pour que l'information remonte encore plus vite plus tard? Donc la slowification, donc ma tentative de traduction de ralentissement, mais c'est un néologisme en anglais. La piste architecturale, par exemple, en SAFe et dans la plupart des approches un peu concertées, on ne construit pas en même temps la solution technique et la solution fonctionnelle. On décorrèle les deux pour prendre un peu d'avance et pour être à peu près prédictible. C'est bon pour vous? L'itération d'innovation et de planification, tout ce qui est rétrospective, je suis sûr que vous en faites plein, beaucoup. Ben en fait, c'est aussi un moment où on se pose, et on sort de la vitesse parce qu'on a besoin de trouver des solutions ensemble et on ne les trouvera pas sur la chaîne de montage, quelle que soit votre chaîne de montage en fait. Pour ceux qui sont plus côté TPS, là, ça va être le mécanisme de la corde bande. Tout ce qui est maquette, prototype, stimulation, en fait, on ne développe pas directement, on valide nos idées avant. Et accessoirement, ça coûte beaucoup moins cher de valider sur des maquettes. Donc ça, c'est pour la partie ralentissement. Simplification, donc l'organisation en chaîne de valeur, histoire que les personnes comprennent avec qui et pourquoi elles bossent. Là, de nouveau, je vais refaire un test à main levée. Pour ceux qui sont dans des trains safe, est-ce que vos chaînes de valeur sont clairement écrites, partagées et mises à jour? Oui. Voilà. C'est mieux. Il y a 3 ans, ça aurait été 0 pour tout le monde en fait. Et c'est une évolution qu'on a récemment. Bravo. C'est vraiment quelque chose qui est rare en fait finalement. Alors que c'est la base de ça. C'était Odile qui nous accompagnait il y a 3 ans. C'est vachement plus simple quand même. Ça aide. Ça aide beaucoup. Donc équipe agile et équipe d'équipe agile pour contrôler la charge cognitive de tout le monde. PI planning, système démo, ben, quand on veut planifier, on se met tous ensemble. Et je vous apprends rien. L'amplification, c'est un peu différent. L'amplification, c'est comment est-ce que je suis sûr que mon caillou dans la chaussure ne va pas devenir un problème bloquant pour l'entreprise. Si vous connaissez la matrice d'Eisenhower, vous savez, vous avez urgent et important en haut. Pour moi, le but d'une organisation, c'est que rien d'important ne devienne jamais urgent. Et le seul moyen d'arriver à ça, c'est d'avoir une culture d'amplification qui fait que d'une fois, on va essayer d'apprendre, qu'on ait des métriques de flux pour définir des tendances avant d'avoir des problèmes. Quand ma vitesse de réaction diminue de 10%, il faut que je réagisse là, pas quand tout mon processus sera bloqué. Et la prise de décision décentralisée. On sait très bien, par contre, je n'ai pas encore fait de feedback. Donc d'après vous, par rapport à ça, à quel endroit est-ce que le feedback peut servir? Merci. Bah oui, en fait, oui. Je vais le redire pour le micro, partout. C'est pour ça que je vous en parlais comme mécanisme et comme approche, parce qu'effectivement, c'est un outil universel pour débloquer plein de situations. Je vais me refaire une bascule sur Safe. Alors, je suis l'opposé des gentils dans le graphisme, donc c'est pas Ilati, c'est OpenAI.
Donc là, j'ai repris la définition des leaders Lean Agile. Et là, j'ai pris la définition de Scale Agile, pour le coup, qui seront cités à la fin de la slide. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Organiser et réorganiser autour des flux de valeur, autour de la valeur. Identifier et réduire les longues files d'attente. Donc là, on va tomber sur la théorie des contraintes. Je passe vite parce que si je vous ai bien cerné, normalement, c'est des sujets que vous maîtrisez. Éminer les directives et les procédures démotivantes. Ça, il n'y a que le leader qui peut le faire. Inspirer et motiver les autres. Créer une culture d'amélioration continue. Offrir aux équipes l'espace et le temps nécessaire pour innover. Très bien. Et là, normalement, c'est encore plus visible que sur le diagramme de Venn d'avant. C'est que du feedback, en fait. Ce ne sont que des possibilités de récupérer une information, de voir comment est-ce que je peux être sûr que l'information remonte et comment elle va être traitée. Et je vais un peu switcher là sur la suite de la conférence. Je vais venir sur une définition particulière du feedback, basée sur l'œuvre d'un auteur français. Donc ça, le feedback avec ça, de toute façon, l'avantage c'est qu'Audit a déjà montré cette liste un jour, donc c'est assez pratique. Et donc ça veut pas dire qu'on le fait bien tout le temps non plus. Hein. Toujours. Donc le feedback. Ça c'est une photo, alors je ne fais pas souvent des photos de moi dans les conférences. C'est au Safe Summit à Berlin. Donc j'ai pris la parole au Safe Summit à Berlin devant 700 personnes. Et en dansant de la scène, j'avais Jen Kim qui venait me remercier pour mon talk. Alors c'était 5 minutes, hein, c'était un meeting talk. Mais avoir Jen Kim qui vient vous dire que c'est bien ce que vous avez fait, je vous souhaite l'expérience. Je ne suis pas sûr de vous souhaiter l'expérience de parler devant 700 personnes, mais les retours sont sympas. Je vous ai parlé en fait que l'agilité, que un plafond de verre de transfo agile, ça va être le rôle du leader et du manager. Et j'ai une question par rapport au feedback. Est-ce que vous avez déjà fait partie d'une organisation dans laquelle il y avait trop de feedback? Est-ce qu'on peut dire que dans vos organisations, il n'y a pas assez de feedback? C'est l'avantage des questions fermées, j'oriente un peu la réponse. Merci beaucoup, parce qu'en fait, ça m'arrange un peu, parce que le suite de la conférence est dessus. Alors, c'était pour la question. La définition, donc Stéphane Moriou, c'est un chercheur français, un conférencier français, qui a fait des recherches pendant 20 ans sur le feedback, qui est considéré comme une sommité mondiale sur le sujet. Je vous dirai, je vais faire du teasing à la fin de la conférence, je vous dirai qui va faire la préface en anglais de son livre, la traduction. Donc il écrit une définition. Le feedback, c'est un cadeau que l'on offre à l'autre en retour à une observation directe afin de l'aider à grandir et à réaliser son potentiel. Donc c'est vraiment ça, c'est un cadeau pour grandir. C'est vraiment ça sur le quoi on va axer Merci. Je vais axer la suite. Le véritable feedback, c'est quelque chose qui nourrit la personne qui le reçoit, qui nourrit la personne qui l'émet et qui nourrit la relation entre les deux. On a vraiment ce côté-là, ce côté systémique qui est ensemble, c'est-à-dire que je décide de te faire un feedback pour que tu t'améliores, pour te donner des pistes d'amélioration, et c'est toi qui décideras ce que tu en fais ou pas. D'où l'intérêt sur la relation. Donc, juste pour vous dire que le feedback, c'est un acte de réciprocité. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'équation de la performance de Timothy Gallwey. La performance, c'est le potentiel moins les interférences. C'est quoi le rôle de vos leaders, votre rôle à vous en tant que leader manager? En fait, votre rôle à vous, entre autres choses, c'est de libérer la performance des personnes dont vous vous occupez. Que ce soit du management officiel, que ce soit du management officieux, que ce soit du management d'opportunité, vous allez forcément à un moment être à ce moment-là. Donc en gros, je veux utiliser le feedback, je veux utiliser cette équation de la performance, cette définition du feedback, pour naviguer en fait, pour l'intégrer dans nos routines, dans nos processus décisionnels, pour créer un espace de travail dans lequel l'innovation va se développer sur une communication ouverte et de confiance. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, c'est super simple de le mettre en matrice. C'est pas linéaire. Donc là, normalement, il y a une matrice. Elle est apparue. Je vais trop vite. C'est la façon que je ne peux pas rater sur la télé. Je ne peux pas aller sur la télécommande. Moi, c'est la mienne. Est-ce que vous arrivez à lire en fait cette partie-là? Oui, mais t'es devant. Allez, c'est chaud. Voilà. En gros, la cible, c'est ici. Le maximum de potentiel, le minimum d'interférence. Donc, libérer les potentiels, réduire l'interférence, le vrai manager. C'est une cible. Vous n'y serez jamais. Par contre, c'est intéressant d'arriver à voir où vous en êtes et les personnes que vous managez, qui sont peut-être aussi des managers, dans quelle direction on va aller. Parce que le manager qui ne libère pas les potentiels et qui ne génère pas d'interférence, alors c'est moins pire qu'autre chose, mais il ne sert pas à grand-chose en fait. Donc, superfétatoire. Stéphane Moriou aime beaucoup la langue française.
Le manager charismatique, il libère les potentiels et génère des interférences. Moi, je me reconnais assez souvent dedans, en fait. J'y fais très attention. C'est-à-dire que vous avez des super idées, vous libérez le potentiel, mais en fait, vous prenez trop de place. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des exemples qui émergent? Faites les belles réactions. Il n'y a que moi qui les vois. Mais... Et celui-là, j'aimerais beaucoup qu'il n'y en ait pas. J'aimerais beaucoup ne pas avoir d'exemple de celui-là. Donc c'est quelque chose, quelqu'un qui ne libère pas les potentiels, mais qui génère beaucoup d'interférences. Pareil, est-ce que vous avez croisé ce genre de... Oui. Est-ce que vous l'aviez vu comme ça? Je trouve intéressant d'avoir cette vision-là, en fait. Parce que c'est super simple. Hein. Je vais augmenter ça en diminuant ça. En termes de maths, on est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer une culture du feedback. Je voudrais créer une culture de feedback autour de moi, dans mes organisations, dans mes cercles. De toute façon, vous interagissez dans plein de cercles différents. Aujourd'hui, c'est un cercle particulier, c'est un système sur la JD. Vous avez vos cercles d'équipe, vous avez vos COP, vous avez vos managements, vous avez vos cercles de relations amicales, interprofessionnelles. Et j'aime beaucoup ces trois phrases, en fait. Si je veux faire plaisir, je fais un compliment. Ça va pas servir à grand-chose. J'ai fait plaisir. Ce qui peut être très bien, mais ça n'a pas... Ouais, mais il n'y aura pas de croissance en fait. Je sais pas comment... Si je veux stresser, je fais un reproche. Je reproche quelque chose, je me fais plaisir moi. Très bien. Alors je me fais plaisir si je ne suis pas super bien câblé, mais ça c'est autre chose. Par contre, la personne à laquelle je fais le reproche, ça ne lui apporte rien. Et la situation d'ensemble, elle ne va pas changer. Et la dernière, c'est là ma définition du feedback. Si je veux faire grandir, on a la notion de growth en anglais, je donne un feedback. Et c'est là-dessus sur lequel on va acter en fait. C'est marrant, c'est que les commentaires ne mettent pas à jour. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais je vais le redire plus lentement. Un feedback, on peut en proposer un. Je peux vous proposer un feedback individuellement. Je peux demander un feedback, mais je ne peux pas imposer un feedback. Par définition, en fait. Je n'impose pas un cadeau. Et c'est très important, c'est qu'il y a des moments où vous n'êtes pas en état de recevoir un feedback. Et c'est important de le prendre en compte, en fait. Donc je souhaite te faire un feedback sur ce sujet-là. Est-ce que tu es d'accord avec? Non. Non, pas aujourd'hui. Non, jamais. Eh bien, c'est OK. Alors, on ne pousse pas un feedback, en fait. Il n'y a vraiment pas cette notion-là. Ah, par contre, j'aimerais bien que... Je ne sais pas s'ils ont fait ma télécommande. Parce qu'en fait, il y a un point par rapport dans le feedback. C'est pas tant ce que... Si, alors, c'est compliqué de varier entre le tu et le vous. Si tu me fais un feedback, si tu me permets, si tu me fais un feedback, c'est pas important trop ce que tu penses, comment tu me le dis, c'est qu'est-ce que ça va changer en moi. Comment est-ce que je vais le recevoir? Et donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on a eu des citations d'Albert Schweitzer, le seul moyen de changer un comportement, c'est de l'incarner. Et si je souhaite mettre en place une culture de feedback, par où je commence? Et de mon côté, j'ai commencé par un mail. J'ai sélectionné au sein de mes clients, de mes managers, des gens que j'ai connus. J'ai sélectionné, alors j'ai caché la liste, mais il n'y a que moi qui sais, donc j'ai envoyé ce mail-là, qui doit être un peu petit, mais vous l'aurez dans les slides si ça vous intéresse, à grosso modo 30-40 personnes, en leur demandant, si je vous le résume rapidement, comment vous me voyez, quels sont mes points d'effort, sur quoi je dois m'améliorer, et quelle vision vous avez de moi. Alors j'ai eu des retours très étranges, certains par des personnes qui sont dans la conférence aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est une preuve de courage de faire ça. Pas trop compris. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça vous a déjà venu à l'idée de faire quelque chose comme ça? C'est un feedback 360 poussé en fait. Hein, on va dire. Et là, en fait, personne ne sait qui a été contacté à part moi. Personne ne sait quel a été le retour à part celui qui l'a écrit. Et moi, j'ai compilé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a une détection de mouvement quelque part. Faut lui faire du feedback à ta télécommande. Ouais, c'est ton Mac. En fait, il y a... Voilà. Il y a un côté qui est intéressant, c'est que j'ai reçu des retours, des feedbacks extrêmement puissants, mais pas des personnes que je pensais qui allaient me faire ce genre de feedback. En fait. Et ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est qu'est-ce que vous allez en faire et comment vous allez collecter. J'ai pas fini de les dépiler, hein, très honnêtement, ça va me prendre du temps. C'est pas quelque chose que je vais faire souvent parce que ça prend vraiment du temps, de l'énergie, et il y a vraiment des personnes qui m'ont fait des retours extrêmement intéressants qui me permettent moi de m'améliorer, ce qui est mon but. Et à l'inverse, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue systémique, c'est qu'il y a des parties de l'organisation qui n'ont pas du tout répondu. Je suppose sans se concerter parce qu'ils ne savent pas qu'ils en sont. Et ça aussi, ça donne une information. Quelle importance vous avez, il peut y avoir des problématiques de temps. Et bien sûr, les pires cas, c'est les coachs qui vous disent je ne vais pas te faire un mail, on va se faire une discussion, son sujet t'intéresse. Enfin,
si vous avez déjà formé des coachs ou essayé de coacher des coachs, hein, je m'inclus dedans. On n'est pas les plus simples. Donc pourquoi j'ai commencé par là? Parce que si je veux proposer du feedback aux gens, il faut que je sois capable de le recevoir. Et c'est compliqué de recevoir du feedback. Il y a une citation qui m'a vraiment marqué dans le bouquin de Moriou, c'est vous maîtrisez l'art de recevoir du feedback quand vous êtes capable d'accepter que la personne qui est tout le temps en retard vous fait un feedback sur votre retard à vous la fois où vous êtes en retard sur 2 ans. J'en suis pas là. Mais je trouve ça intéressant en fait, c'est être capable justement d'écouter les autres à ce niveau-là. Je pense que je sais ce qui se passe. C'est que quand ils ont concaténé les slides, ils ont mis avance automatique. Ah ouais, ça doit être ça. Et qui n'était pas du tout présente dans mon document. Donc là, c'est comme du génie. Donc, ça, j'ai déjà dit. Ça va être rapide, quoi. Pause. En fait, ce que je voulais voir là-dedans, c'est au moment où vous recevez un feedback, il y a des questions intérieures à se poser. C'est insupportable. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Donc ça, c'est des questions pour vous. Vous recevez un feedback, vous recevez un retour d'information. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre? Qu'est-ce qui m'a frappé dans ce que je viens d'apprendre? Si vous êtes sur des problématiques de coaching ou des problématiques systémiques, c'est intéressant de vous poser ces questions-là. Pas forcément à chaud, en fait. Parce que à chaud, vous avez une seule chose à faire. Merci pour le spoil. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a pris le temps de vous faire un feedback. Il n'est peut-être pas construit comme celui de Stéphane Moriou, mais il a pris le temps de vous donner quelque chose. Donc la première réponse, c'est le merci. Parce que techniquement, quelqu'un va vous faire un cadeau. Le cadeau peut vous plaire ou pas, mais vous l'avez reçu. Et donc, des exemples de merci. Merci de m'avoir fait ce retour. Merci, j'avais vu les choses sous cet angle. Merci, j'avais tort à ce sujet. Donc ce genre de... Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît, en dehors des slides qui changent tout seul et du côté science-fiction, est-ce que ça vous parle? Le fait d'accueillir par un merci, en fait. Oui. Il y a merci, j'avais tort. Enfin, je l'ai lu aussi, je l'ai entendu. Ouais. Mais le j'avais tort me choque un peu dans le sens où ça met une notion de. En fait, on ne dit pas juste merci, on commente et en fait, je pense que c'est peut-être pas approprié tout de suite. Il faut peut-être prendre le temps de digérer la chose et puis pour en faire quelque chose après et savoir si effectivement on a tort et effectivement sans remettre en question faire des choses un peu mieux. Mais le dire d'emblée, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je suis d'accord avec toi, je vais passer en posture de coach pour le coup, parce que c'est ça. C'est qu'il y a des moments, par exemple, si je suis en train de faire... il y a des moments, tu sais que, effectivement, tu l'avais pas vu parce que tu n'étais pas toi dans une situation, et tu sais que c'est pas général, je l'ai laissé exprès. Hein. Merci beaucoup pour ton retour, parce qu'effectivement, il y a des moments où tu te rends compte que, ah ouais, tout à l'heure, si vous étiez à la conférence, je dirais pas son nom, il y a quelqu'un qui m'a pointé du doigt en disant, c'est la solution finale. Je suis allé le voir à la fin en lui disant, la référence au nazisme n'était pas voulue. Et là, effectivement, il s'est arrêté tout de suite et il s'est excusé, tu vois. Et des fois, ça arrive à ce niveau-là. J'aurais pas dû faire enregistrer cette partie. Oui. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a des feedbacks on peut dire feedback à chaud, feedback à froid ou des moments pour faire des feedbacks? Ouais. On va arriver dessus juste après. Mais pas trop tard non plus. Parfois, bon. C'est à chaud, c'est mieux, parce que tout le monde s'en rappelle. Par contre, il y a un sujet, c'est que des fois les personnes ne sont pas en état de recevoir. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on le propose. Je peux te faire un feedback là-dessus. Est-ce que tu es d'accord? Moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Quand quelqu'un fait une présentation, après la présentation, je souhaite te faire un retour là-dessus. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu es en état de? Est-ce que ça t'intéresse? Donc, plutôt à chaud, mais en fait, c'est pas obligatoire de faire un feedback. Mais c'est plutôt à chaud si les personnes sont en état de le faire et si toi, tu es en état de les mettre. Parce qu'il y a ce point-là aussi. Ça demande une tournure d'esprit, une forme physique, mentale, ce que tu veux. C'est plus compliqué le soir à 17h sous morphine que le matin à 8h quand tu es en forme, tu vois. Donc ça, je voulais arriver là-dessus. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça parce que, à tes souhaits, je vous parlais des outils. J'aime beaucoup le modèle STAR en fait. Le modèle STAR, c'est situation, action, résultat. Pour ceux qui connaissent un peu la CNV de Marshall Rosenberg sur le modèle OBSD, si je ne me trompe pas, en fait l'idée c'est de sortir le côté subjectif. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? C'est insupportable. En gros, c'est qu'on va partir d'une situation, donc la situation elle est dans le passé. Dans cette situation-là, tu as réalisé telle action et j'ai constaté ce résultat.
Vous aurez les slides, hein, vous pouvez revenir dessus. Mais en gros, ce qui est intéressant derrière, c'est que je peux faire un retour sur situation de résultat de ce que j'ai constaté de la présentation que tu viens de faire. Et quand si la situation se reproduit, je te propose peut-être de changer ça et je pense que ça devrait t'amener vers 7 autres résultats différents. En utilisant ce framework-là de construction du feedback, en fait, je m'assure que mes intentions sont claires, que où est-ce qu'on veut arriver et je reviens sur la situation réelle. Je commence à être terrifié par les slides. C'est un modèle, il y a plein de modèles différents qui existent pour le feedback. Celui-là, celui que je propose, en fait, il vous force à faire un feedback constructif qui va aller, enfin, il vous contraint vers un feedback constructif, un feedback qui est fait pour croître et améliorer. Parce que si je fais un feedback du genre, alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le feedback sandwich, qui est une aberration sans nom de mon point de vue. C'est on commence par un compliment, puis une agression, et on finit par un compliment. Ça s'appelle de la manipulation. Enfin, je peux avoir des avis tranchés, mais celui-là vraiment, en fait, je l'ai tellement vu dévoyer que maintenant je me l'interdis et je l'interdis en fait. Et celui-là, il est quand même plus compliqué à tordre, de mon point de vue. Je vais faire une partie sur l'équipe parce qu'on est sur une conférence agile. Le feedback, c'est le ciment des équipes agiles en fait. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on attend d'une équipe agile? En fait, qu'est-ce qu'on attend? Je parle de leadership agile, je parle d'équipe agile. Qu'est-ce qu'on attend d'une équipe qui fonctionne, une équipe performante? C'est une équipe dans laquelle les gens se parlent. Rappelez-vous le layer 3 de Kim and Steer, dans lequel les informations fonctionnent, dans lequel les échanges vont. Ben en fait, le feedback, ça sert à favoriser un environnement où les personnes se parlent, traitent leurs conflits. Et tout ça, en fait, on va l'avoir. Il y avait une citation de Lencioni quand même, ça m'aurait étonné. C'est ce qu'on va retrouver dans le. Ça vient du bouquin de Patrick Lencioni sur les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Hein. Je pense que ça doit vous parler aussi. Ben, en gros, c'est quoi une équipe? Ben, c'est qu'ils admettent leurs faiblesses et leurs erreurs, ils prennent des risques et ils vont consacrer leur temps et leur énergie à des questions importantes pour l'équipe, pour eux-mêmes, et pas à des questions de politique ou de lutte interne. Et si vous avez mis du feedback en place, si vous avez réussi à systématiser le feedback dans votre organisation, de base, normalement, les conflits et les incompréhensions vont disparaître d'elles-mêmes parce que tout de suite, on aura cette capacité d'ouverture. Et pourquoi on aura cette capacité d'ouverture? Parce que les leaders, en fait, vous en tant que leader, vous aurez commencé à le mettre en place. Là, je suis en train de reconnaître clairement que ma présentation ne marche pas et je l'accepte et je vis avec. Enfin, je vis avec, difficilement, mais votre rôle de leader, de manager, de responsable, c'est de montrer l'exemple. Et bien, montrer l'exemple, ça va commencer par demander du feedback, accepter le feedback et commencer également à en donner. Si ça devient systématique pour vous, ça devient systématique pour tout le monde. Si vous ne faites pas de feedback et que vous êtes en charge d'une transformation, ben dans votre transformation, il n'y aura pas de feedback. Il y a un effet de ruissellement qui va dans les deux sens. Ce qui amène à la conclusion de cette slide, c'est que par rapport à ce que fait Lencioni, la confiance, c'est une cause et une conséquence du feedback. Vous allez pouvoir forcer le feedback pour amener vers la confiance, et plus il y aura de confiance, plus il y aura de feedback. Par contre, il faut bien commencer un moment, et quand vous avez du leadership, ben, le commencement, il va venir de vos leaders, pour justement commencer à mettre ça en place. Expérimentez, vraiment, ce que je vous propose, je vais vous donner le modèle STAR, mais ce sera plus simple avec les slides. Commencez petit, essayez, et vraiment, regardez l'impact que ça va avoir sur vous et les relations que vous avez avec les autres. Donc, relever les défis du feedback, c'est une compétence essentielle. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une nouvelle façon de penser. C'est un outil. C'est un outil, même chez Stéphane Moriou, il appelle ça un art, l'art du feedback. Donc, si vous voulez être fort dans un art, si vous voulez être fort dans un outil, comment est-ce que vous pouvez progresser? En faisant, refaisant. La première fois, ça sera pas bien. La deuxième fois, ça sera un peu mieux. La troisième fois, ça sera un peu mieux. Et en fait, c'est vraiment le côté... De mon point de vue, de là où j'en suis moi actuellement dans mon parcours, je considère que c'est un outil que ça vaut le coup de pousser, de généraliser. Et il y a plein de formes de feedback. Hein. Là, je parle plutôt du feedback de Moriou, mais par exemple, à chaque fin de conférence, on vous demande un rôti, on vous demande un retour. Si vous faites des formations agiles, vous faites, j'espère, n'importe quelle formation, on vous demande un retour qualitatif, un retour quantitatif. On a beaucoup parlé de KPI aujourd'hui, on a beaucoup parlé de mesures. Ce sont aussi des preuves de feedback en fait. Mesurer. La conférence juste avant dans cette salle, l'indicateur sur lequel était attendue la personne qui avait fait la transfo, c'était la satisfaction des membres de l'organisation. Mesurez-le et avancez. Bon, merci pour votre attente, j'ai dépassé mon temps. Et leur film on va montrer des feuilles, mais je sais que mon timer est fini. Juste pour finir. Je viens de finir. Ouais, j'ai pas entendu ça.
Juste pour finir, je vous ai dit que j'avais des livres dedans. Je les ai mis. Donc, Wiring the Winning Organization, c'est le livre dont on parlait ce matin Odile. Je vous le conseille fortement. Alors lui par contre il n'est pas traduit en français pour l'instant, il date de 2023. C'est vraiment intéressant la façon dont il combine tout en fait. Le lien entre le design thinking, SAFe, le TPS, moi j'ai trouvé ça bluffant. Alors là, j'ai découvert hier qu'il y avait une traduction française au bouquin de Stanley McChrystal. Donc une stratégie d'équipe et c'est Team of Teams en anglais. Alors il y a comme d'autres livres qu'on peut avoir dans la bibliographie SAFe, ce qui est vraiment intéressant c'est, on n'est pas dans l'IT du tout en fait. Il fait des liens avec l'IT, il fait des liens avec des organisations, il fait des liens avec des problématiques de coordination, mais à la base c'est vraiment comment une organisation peut devenir plus agile. Parce qu'à l'époque en fait, l'armée américaine qui était extrêmement mieux dotée en matos, en tout ce que vous voulez, perdait. Tribu, je ne sais pas si vous connaissez celui-là, pareil il est dans le corpus SAFe. C'est le livre fondateur sur le rôle de leadership par rapport à SAFe en fait. C'est de Seth Godin. Donc le petit texte ici, c'est nous avons besoin de vous pour nous mener. En gros, ça décrit comment une tribu va exister par un leader, une vision claire et une animation d'équipe. En fait. Pourquoi est-ce qu'on essaye tant que ça de créer des équipes et des équipes d'équipe? Au niveau social, au niveau confiance, au niveau team building, il y a un but de performance derrière. Et le dernier, alors celui-là je vous le conseille beaucoup, Le pouvoir des conversations de Stéphane Moriou. Si vous avez la chance, alors le livre est bon, l'orateur est exceptionnel. Moi j'ai eu l'occasion de le voir en live pendant 1 heure. Si vous avez l'occasion de le voir, de le faire venir ou de regarder une conférence, je vous conseille fortement. Et d'après vous, qui va être, je vous en ai parlé au début, qui va faire la préface anglaise de son livre d'après vous? Comment? Non. Un penseur américain sur ce genre de sujet, je crois. Ça commence par Simon. Sinek. On va écrire la préface, juste pour vous montrer le niveau, parce que je ne parle pas d'un auteur français, je parle d'un auteur, un conférencier international. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était un peu rock'n'roll. Toutes les slides seront disponibles et les vidéos aussi, vu que c'est moi qui les mets en ligne. Donc, je m'appelle Mathieu Larry, vous avez mes références ici. N'hésitez pas à me suivre, à échanger avec moi, je serai ravi. Je pense que ça se voyait, j'espère que ça se voyait. Je suis passionné par ces sujets. Parce qu'en fait, j'ai besoin de réussir à changer les organisations internes, clients et les autres organisations à côté. Et je cherche des outils et je trouve que le feedback, c'est un moyen super simple et qui marche quasiment partout. Merci à vous et si vous avez des questions, je laisserai Claudine, j'ai le temps parce que moi, je me suis trop battu avec la télécommande. On a encore un peu de temps. Et en partant, n'oubliez pas de nous faire un petit Ah oui, c'est après. retrait. Non, ça change tout seul. Non, ça n'a pas changé tout seul, mais c'est juste comme Voilà, c'est facile d'oublier. Je vous le dis tout de suite, mais allez-y, posez vos questions. Vous pouvez le faire maintenant. Voilà, c'est ça, comme vous voulez. Mais... Du coup, pas de question, ou plutôt une remarque. Là. Ouais. Un petit feedback. Fais gaffe, j'en ai refusé un devant 700 personnes. Non, sur le feedback évoqué avec les mails, Ouais. est-ce que vous pensez que les gens s'expriment vraiment très clairement sur ce feedback ou est-ce qu'ils se mettent des freins? Alors, tu regarderas le mail dans son ensemble, je l'ai vraiment tourné et travaillé pour faire. Et c'est des gens que je connais, hein, tous. J'ai des clients dedans. Donc j'ai essayé de tourner le mail pour vraiment. Et je peux te dire que certains retours, ils sont bruts de décoffrage, donc a priori, ça a marché. Je suis plus circonspect sur les personnes qui n'ont même pas donné suite. Là, il y en a qui ont répondu, j'ai pas le temps, ou j'ai pas compris. Mais il y en a qui ont juste pas traité en fait. Mais par contre, j'ai vraiment eu des retours, j'ai notamment en tête, j'ai eu un pavé comme ça, j'ai pas un mot à en sortir en fait, faut que j'arrive à le digérer. Prendre le temps de le digérer. Ah ouais, ça va me prendre des mois et ça va me faire évoluer, mais moi humainement pendant longtemps. Et il y en a d'autres qui m'ont sorti des phrases, il faut que j'aille manger avec eux pour comprendre. La phrase est compréhensible, mais elle est tellement forte que quelqu'un qui me demande qu'il a jamais compris ce que je faisais à cet endroit-là dans l'organisation. Il va falloir qu'on s'en parle là parce que. Mais c'est impressionnant en fait. Et à côté, il y a des gens qui ont dit bah non. Il y a des gens qui ont fait des retours très bisounours, c'est rigolo. Je l'ai envoyé à ma fille par exemple. Mais son retour est intéressant. Et j'ai eu des messages. Ça serait bien. C'est rigolo. Mais c'est très puissant. Alors, il y a un petit côté, je l'ai forcé par mail aussi pour avoir un retour écrit, pour pouvoir le capitaliser justement. Parce que si je suis en discussion avec vous, je ne vais pas prendre des notes pendant que vous me parlez. Et là, j'ai vraiment une trace et je peux travailler dessus. Et ça, c'était vraiment très très intéressant, je trouve. Moi j'ai une question, ton atelier il parle du leadership à l'ère du numérique.
Est-ce qu'il y a vraiment une différence justement sur le fait de faire des feedbacks comme on les faisait avant et depuis qu'on est à cette ère du numérique? C'est un piège. Ouais, bah justement, C'est mais clair. ça m'a questionné. Peut-être que mon piège n'est pas assez fort parce que j'ai pas assez de monde dans la salle. De mon point de vue, on est en 2024 en fait. Ma définition du leadership en 2024, tu peux mettre numérique, tu peux être agile, tu peux être ninja, tu fais ce que tu veux derrière. Mais en fait, c'est toujours la même définition du leadership. Parce que les anciennes formes de leadership, plus de management que de leadership en fait, pour moi elles sont obsolètes. Bon, pour moi elles sont obsolètes depuis un certain temps, en même temps je suis coach agile. Donc l'échange que j'ai avec vous, c'est est-ce que vous croyez qu'actuellement en 2024, on peut réussir à faire travailler une organisation en néo-taylorisme? Bon, vous êtes dans une conférence agile, hein, donc la réponse, elle est normalement vous l'avez déjà en vous, mais moi c'est le sujet que j'ai en fait. Quand je vois des personnes qui retombent sur des problématiques de command and control, quand je vois par exemple une assignation de tâches, ou la veille d'un moment, d'une organisation, vous découvrez en lisant un document que quelqu'un a mis votre nom en responsabilité sur une tâche. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de leadership? Sans vous notifier. Ah, j'ai même eu. Je l'ai eu hier. Oui, mais Bah. on m'a fait d'autres mauvaises stratégies, genre je te laisse l'autonomie et au moment où je dois parler, il prend la main et il me laisse 20% quoi. Alors, c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, après je lui fais un feedback. Mais c'était pas dans un cas de feedback très cadré, c'était plus un feedback de ma part très urgent, SAMUS comme on disait tout à l'heure, urgence, pour vraiment faire réagir. Voilà. Moi je constate pas mal de retours en fait dans les situations de stress, ou de début de stress, des retours de certains managers en mode command and control en fait. Je vais te dire quoi faire et je vais le faire. Ouais, c'est ça. Et sur le long terme, il n'y a pas grand chose de plus destructeur que ça en fait. Et c'est normal que tu fasses ton retour. Le seul problème, c'est que alors, je peux tenter quelque chose. Est-ce que tu m'autorises à essayer une interprétation? S'il y avait eu une culture du feedback, dès la première fois, tu aurais pu échanger avec lui. Et tu n'aurais pas eu l'accumulation, je sais pas, le principe de la cocotte minute ou du carnet de timbre. C'était ça. Et 1, et 2, et 3, et le quatrième, il gagne. Quoi. Le feedback permet d'éviter ça de mon point de vue. C'est que la CNV aussi en fait. Je suis pas bien et j'ai besoin de trucs et j'ai besoin qu'on change en fait. Et plus tard ça se fait, plus ça va être destructeur. Et ça fait un lien avec le bouquin de Gene Kim et Steven Spear sur l'amplification. L'amplification, c'est au moment où quelque chose, je le remonte et on en parle tant que c'est petit. Parce que tout ce que vous passez sous silence, toutes les rétros, imaginez il y avait un autre truc dans Gene Kim. Dans mon expérience, moi j'ai découvert, quand je suis coaché encore, quand j'étais encore au niveau des équipes agiles, le premier moment qu'une équipe n'allait pas bien ou allait dans le mur, c'est quand les rétros disparaissaient. Les rétros ne servent à rien, on n'y va pas. Parce qu'on traite à chaque fois des mêmes sujets, il n'y a aucune action qui sort. Et dans le bouquin de Kim et Spear, genre 10e page, les organisations qui sont dysfonctionnelles n'ont aucun feedback dedans. Et le lien est là en fait pour moi. Si vos rétros ne fonctionnent pas, si ce sont les mêmes sujets en rétro, moi il y a une époque où je me suis dit quand j'ai commencé à être coach agile, c'était en fait c'est super simple mon boulot. J'arrive, je regarde les rétros, je regarde s'il y a des comptes rendus de rétro, si c'est les mêmes sujets d'une fois à l'autre, l'équipe va pas bien. Puis après j'ai découvert aussi ne pas faire de rétro. Et le troisième c'était vous avez une definition of done, vous avez une définition de fini, oui, super, elle est où? Cachée. C'était mes deux marqueurs au début de ma carrière il y a une dizaine d'années. Je pense que je suis parti en digression. Est-ce que vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez échanger? L'effet inverse, parce que vous parlez dans l'exemple où s'il y avait la culture du feedback, où les choses se seraient pas amplifiées. Mais moi j'ai vécu une situation où on dit à une personne quelque chose, et puis en fait on lui répète 20 fois, j'exagère à peine, et en fait, je suis pas Don Quichotte au bout d'un moment, j'arrête quoi. Dans quel sens c'était la relation hiérarchique? Manager, donc manager qui se dit au manager, cette façon de faire, convient pas en tout cas au manager, après si ça convient à d'autres personnes, il n'y a pas de souci, mais en tout cas avec le manager, évite de faire ça. Enfin, avec moi en tout cas, évite de faire ça. Alors, je vous recommandais d'aller voir Stéphane Norion en orateur, parce qu'en fait, dans son livre, il n'en parle pas trop, mais il en parle beaucoup en conférence. En fait, il y a un sujet, c'est que vous êtes en relation manager-manager, et en fait, c'est pas un feedback que vous faites, c'est un ordre. Ça, il faut le changer. Le feedback, c'est une proposition d'amélioration.
C'est-à-dire que tu peux prendre mon feedback ou pas si tu veux grandir, mais si je suis ton manager et que dans la relation hiérarchique qu'on a, il y a des choses qui sont indispensables. Alors, je sais pas, c'est un exemple qui vous parle, mais cette avant-vente, on y répond si elle est validée par tel comité, par exemple. Eh bien ça, c'est pas du feedback en fait. Ouais, mais C'est un ordre. C'est pas dans ce cadre-là. C'est D'accord. pas dans ce cadre-là du tout. Donc c'est quelqu'un que vous vouliez faire croître, enfin qui voulait... Bah, en fait, il avait, pour être très simple avec vous, et la personne a une façon de s'exprimer. Elle prenait toujours les gens pour des imbéciles. Quand il disait un truc, c'est genre, mais non, toi tu comprends pas. Enfin, c'est bon. Des fois, je ne comprends pas, effectivement, mais la plupart du temps, ils comprennent. Et quel que soit le fait qu'ils aient compris ou pas, il y a une façon de s'adresser aux autres. Et impossible de faire. Bah, de mon point de vue, c'est pas un sujet feedback, justement. Parce que ça va toucher à des valeurs, ça va toucher à des constituants de l'organisation. Et si c'est le manager qui a ce discours-là, c'est pas une proposition d'amélioration, c'est un ordre. Il faut vraiment faire la définition, enfin, c'est vraiment la distinction entre les deux en fait. Il y a des moments où c'est pas. Après, ça va dépendre du degré de maturité, maturité agile ou pas de l'organisation, mais en l'occurrence, dans ce cadre-là, si c'est pas acceptable de parler comme ça, si quelqu'un. Alors, je dis un exemple. Si par exemple, vous avez quelqu'un qui génère des documents, qui crée des documents, et que les documents, il y a une faute par mot, dans la plupart des organisations, c'est pas acceptable. Et la question, c'est comment on le traite. Quoi est-ce qu'on peut mettre en place. Mais il y a un moment, ça va pas être de la suggestion en fait. Imaginez un document, une faute par mot. Je suis sûr que vous en avez déjà vu passer des auteurs poétiques. Ben, en fait, si c'est un document qui doit partir vers la hiérarchie ou vers un client, c'est pas acceptable, point. Les normes sociales font que c'est pas acceptable et donc il y a un ordre que peut-être que ton document est super bien, tu n'as pas le niveau en français, on va te faire bosser en français et on va mettre quelqu'un avec toi pour faire la révision avant que le document parte, ou c'est moi qui lirai ton document. Et je suis pas dans du feedback pour le coup. Il y a un côté... Dans une des slides, tu Ouais. as montré une méthode où tu sais. Plus tard. Ouais, et là, on ne peut pas le faire sous ce format-là, justement. Donc, à la personne, on lui donne la situation, on lui explique ce qu'on a constaté visuellement auprès des autres collaborateurs, ce qui s'est passé, et le résultat que ça occasionne, et pour le faire réfléchir là-dessus. Réponse de coach, ça dépend. Dans ton exemple, il y avait un côté de répétition, de répétition, de Bah, répétition. déjà, il y a un truc qui me gêne un peu. Le T, il correspond à rien. Ah, c'est que je l'ai pas mis là. C'est F, T, Oui, c'est A, R. Station, Action. Et ensuite, dans mon exemple, j'ai été un peu by the book, j'ai retiré le côté émotionnel, j'ai expliqué que le fait d'agir comme ça empêchait les autres de pouvoir s'exprimer et que du coup ça gênait l'avancée de l'équipe. Effectivement, ça pose un souci à l'équipe. Pour moi, c'était un feedback. Apparemment, c'est pas le cas. Mais... La définition de feedback de Morio, elle est assez précise. Je ne sais pas dit qu'on est tous la même. Par contre, il y a un point dont tu parles qui est, si tu as des personnes dans une équipe, agile ou pas, qui ne se conforment pas au statut de l'équipe, le courage managérial, c'est d'agir. Et d'agir ne va pas passer par un feedback. J'ai en mémoire des... En fait, tout le monde peut pas bosser dans la collaboration, tout le monde n'a pas le niveau de respect. Et soit tu arrives en tant que manager à accompagner les personnes sur un changement, donc tu commences par là. Et moi j'ai eu le cas dans un cadre administratif en fait, avec un agent qui se comportait mal avec des prestats, au point que ça frisait l'équipe. Et je me suis arrangé pour que l'organisation s'en rende compte, ses responsables s'en rendent compte, et elle a dégagé. Et il y a un moment, le courage managérial, c'est aussi... si tu es dans une situation toxique, dans une organisation qui ne fonctionne pas, dans une équipe dysfonctionnelle, et que tu n'arrives pas à mettre en place, à faire évoluer les personnes, à mettre en place que les personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas, ben, il y a un moment où tout le monde ne peut pas bosser en collaboration dans une équipe hautement performante. C'est pas... ma phrase vous surprend ou pas Et il y a un moment, il faut le reconnaître. Je parle de courage managérial en fait. C'est si vous avez un manager toxique, alors là je parle de toxique, mais on n'était pas là, mais si vous avez quelqu'un de toxique dans votre organisation et que vous le déplacez, c'est pas du courage managérial, c'est de la lâcheté. Vous voyez, il y a ce sujet-là en fait. Peut-être que la personne peut évoluer, peut-être qu'on peut reprendre. Moi j'aurais tendance à proposer d'enregistrer en vidéo pour qu'ils puissent se voir en fait, ou faire des retours, mais des fois ça ne marchera pas. On peut faire un retour, je peux te faire de la CNV, je peux discuter avec toi.
Et pour plein de raisons différentes, peut-être que cette personne est en train de traverser quelque chose de compliqué pour elle humainement, qui fait qu'elle n'est pas capable d'entendre et de se mettre dans cette synergie. Et des fois, ça marche pas. C'est rare. Hein, je sais pas si j'ai pas l'impression que ma réponse te. Si. J'aurais pas dû reparler. Non, mais c'est vrai que c'est des situations qui sont très délicates. Le curseur entre rentrer dans la dynamique de courage managérial, d'acter quelque chose et d'essayer d'aller au bout des chances qu'on donne à la personne, c'est toujours une barrière très délicate à trouver. À quel moment tu acceptes de dégrader la situation Ouais, c'est générale pour essayer de préserver une personne? C'est ça, exactement. C'est pas des choix. Leader, c'est pas simple en fait. Non, clairement. Et. La vache. Ah, Ça fait moins de bruit la première fois. Tu te détends. On a encore quelques minutes, mais voilà. Alors je vais finir là-dessus. Mais tu as encore quelques minutes. Je trouve que ce sujet-là est super important. Je trouve qu'avoir des formations en leadership, c'est extrêmement important. Safe a introduit en V6 une formation en leading by example au tout début de l'importe. Si vous voulez en parler avec Claude Phi ou Odile. Je sais qu'à Renault, ils ont commencé à la développer en fait. C'est une formation sur la posture. On va venir sur les travaux de Brené Brown, il y a plein de choses comme ça extrêmement. Si vous voulez en parler, je serais ravi. Je suis un des 15 personnes en France qui a habilité la donnée. En fait, c'est indispensable. Il n'y a rien de safe dedans. Si vous faites, c'est rigolo d'ailleurs, c'est par safe, mais il n'y a pas le mot safe une fois, il n'y a pas un seul concept de safe. C'est juste sur la posture de Lily, par exemple. Comment je fais pour réellement, par la pratique, amener un changement par mon comportement. Et c'est pas simple du tout. Parce que vous avez sûrement eu des exemples, vos leaders ont sûrement eu des exemples de leaders avant eux qui n'étaient pas dans cette posture-là. Et là, on est en 2024, on a un cadre différent, on a la Gen Z, la Gen Y, on a plein de choses différentes qui font que ça ne marchera plus le command control et je vois pas comment ça pourrait marcher. Donc le living example, c'est comment est-ce que... Je suis passé dessus rapidement parce qu'à un moment, les slides sont partis dans l'hyperespace, mais ça commence par de l'ouverture et de la vulnérabilité. Le mail, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est je me mets en mode vulnérabilité, je me mets en mode ouverture et je reçois ce qui arrive. Et ça, c'est quand la dernière fois que vous avez un go-leader qui a fait ça avec vous, qui s'est mis en position de vulnérabilité, qui vous a dit qu'il a suivi une telle formation et que c'était génial et qui vous encourage à lire ce livre À dire Je suis personnellement terrifié par les personnes qui ne lisent pas, ne se forment pas, n'échangent pas. Ne regardent pas des vidéos, tout le monde ne lit pas des livres, on a des vidéos, on a plein de contenus. Je suis terrifié par ces personnes-là, par l'impact qu'elles peuvent avoir par ruissellement sur leurs propres équipes en fait. Moi j'ai, ça fait 11 ans que je suis chez Sopra Steria, je suis manager officiellement pour la première fois depuis pas longtemps. Je manage une personne. J'ai toujours fait du shadow management, du shadow mentor et pas de problème. Et la première fois, donc je l'accompagne du mieux que je peux, elle m'a demandé un livre. Je lui ai ramené un livre ce matin en fait. Ça doit se voir, là je suis pas super bon au poker face, mais c'est juste un plaisir en fait parce qu'on va pouvoir en parler derrière et c'est pas moi qui lui ai poussé le livre en fait. Je me demandais par quoi je peux commencer, comment je peux m'améliorer. Ben, moi je te propose ce livre si tu veux. Et je trouve que, moi je monte des bibliothèques agiles dans toutes les organisations où je suis, je crée des bibliothèques, je prête mes livres. Et je trouve que c'est indispensable. Voilà. Si vous avez l'occasion, vous avez vu la conférence de Benoît Darou? Grand, barbe. Oui, j'ai vu. Quand on commence à parler livres ensemble, les gens fuient la salle. On passe d'un club de lecture agile à une bibliothèque. Je vois quand même 3 orgas derrière en train de faire des grands signes de bras, donc je suppose qu'on est à la fin. On va avoir la keynote de clôture. Je voudrais vous remercier pour le temps. Je serais ravi de continuer à échanger avec vous. Si vous avez envie de voir quelqu'un qui n'entend plus la dernière question, sur le site de Safe, si vous avez accès, il y a mon talk de 5 minutes, où à la fin la personne monte sur scène, me demande si je peux me faire un feedback devant 700 personnes. Moi je suis explosé, donc je lui dis t'as bien compris qu'il fallait proposer un feedback, et je lui dis non. Et il a bloqué pendant 30 secondes parce qu'il avait une liste de questions comme ça, et j'avais les 700 personnes du Safe Summit qui étaient explosées de rire, et j'avais pas fait exprès. Et il a fini par comprendre. Ah bah lui il a très bien compris, mais il a vraiment le côté de... Merci beaucoup, je coupe toute la fin au montage. Et merci beaucoup d'être venu pour la JD, je sais pas si c'était votre premier. Vous aurez toutes les vidéos, les slides, et vous avez la conférence de clôture, la keynote de clôture avec Samuel Patière, la vie après Safe. Super. Merci à vous. Merci. On va s'arrêter en studio. Yes. Et les slides automatiques.